Kyrie Irving est donc une nouvelle fois sur le devant de la scène, au-delà de son talent, bien sûr. Hier, il nous a offert une action juste extraordinaire, un buzzer beater comme j'en avais jamais vu. Un vrai buzzer beater comme ça, main gauche dans le trafic, sur un grand comme Nikola Jokic. On a assisté à un très gros match, on en reparlera dans quelques instants. Mais décris-moi un petit peu cette action et comment tu l'as vécu. Je l'ai vécu comme toi et je l'ai vécu, je crois, comme tous les gens qui suivent le basket depuis plus ou moins longtemps. C'est du jamais vu. Honnêtement, c'est du jamais vu. Alors, le système, il est ce qu'il est. Il part de l'opposé. On a l'impression que la sortie risque d'être pour Luka, parce que Luka a fait sur une fin de match exceptionnelle dans la création de tir et dans l'adresse. Donc, on se dit que le dernier ballon va peut-être lui revenir. Puis finalement, il y a ce leurre là avec Doncic. Et puis finalement, il sort. Il a ce curl autour de PJ Washington. Là, il attrape. Il change les Nuggets. C'est plutôt bien défendu de la part de Jokic, puis là il va se décaler sur sa main gauche. C'est du jamais vu, mais ce matin je regardais le Game Time. Isaiah Thomas me dit pareil, c'est du jamais vu. Quand on voit toutes les réactions des meneurs de jeu NBA actuels, pareil, tout le monde dit que c'est du jamais vu, parce que le tir est pas du tout académique, la manière dont il se décale, l'angle qu'il va trouver avec sa main faible, c'est du jamais vu. On a vu des mecs sur des mains faibles aller faire des finitions, notamment Kyrie, mais t'as le repère de la planche, t'as quelque chose. Là, mon gars, il envoie un truc, c'est un tir main gauche à une main, c'est incompréhensible, en tout cas c'est magnifique, ça fait gagner son équipe, Ouais, non, j'avais jamais vu ça. Kyrie dit après le match que Nikola Jokic défend bien sur lui parce qu'il pense qu'il va pouvoir faire un dribble, faire un step back. Bon, ça, on a l'habitude de le voir. Mais il voit que Nikola Jokic va vachement vers lui et lui ouvre un semblant d'angle pour attaquer le cercle. Encore fallait-il le faire dans le temps imparti, parce qu'il restait 2 secondes 8 à ce moment-là. Et t'as raison. Dès que tu vois ses appuis, tu dis il va vraiment tirer main gauche. Il est loin. Un flotteur, main gauche. Pourquoi pas un flotteur sur un pied, 2 biais comme ça, après un stop and go, un changement de vitesse comme ça, et finir comme ça. Tout le monde est sur le cul. Et d'ailleurs, leur célébration au Mavs, et dans la salle, tout le monde est... Oh, c'est de la surprise. Il y a de la joie, mais il y a plus de surprise presque que de joie. Là, la réaction de Luka qui court même pas vers le huddle, qui se met les mains sur la tête en disant mais qu'est-ce qu'il fait? La réaction de Jokic qui met les mains sur la tête et qui met les mains sur les genoux après en disant mais c'est du n'importe quoi. Parce que sur des situations comme ça, quand tu attrapes, même s'il y a peu de temps, tu vas toujours essayer le plus vite possible d'aller te mettre dans une situation de confort. Un petit step back, un side step, pour avoir au moins un tir un peu confortable. Pourquoi pas même un lay-up, même si t'es loin, mais sur un geste que t'as l'habitude de faire. Alors apparemment, ils travaillent à l'entraînement. Ça, j'y crois pas une seconde. C'est-à-dire, pourquoi pas? Moi, je crois surtout que quand t'es en canne, quand t'es confiant dans ton technique skillée, ce genre de tir, quand tu le fais, tu peux te sentir à l'aise sur un tir. Je peux pas croire que tu travailles ça à l'entraînement. Honnêtement, j'y crois pas une seconde. Ah, tu crois? Ouais. Moi, j'ai toujours la sensation Autant le truc de Ray Allen qui avait shooté à 3 points. Oui, c'est un tir normal. Sur un tir attrapé reculé. Moi, je pense que à ce niveau de talent... C'est pas basket. Je sais pas, parce que, tu sais, à ce niveau de talent et à ce niveau de dose d'entraînement, donc Kyrie Irving, il a 32 ans, ça fait 20 ans qu'il joue au basket, et ça fait 15 ans qu'il est pro. Donc, je pense qu'ils ont le temps de tenter des trucs complètement fous. Tu sais, on a joué ensemble, il y a plein de trucs qu'on n'a jamais passé en match, qu'on n'a jamais imaginé passer en match. Moi, c'est ça qui me bluffe, c'est arriver à faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu bosses jamais. Moi, je pense que ça, tu vois, partir sur sa main gauche, faire un hook, même de très loin avec sa main gauche, c'est ce qu'il fait. Alors, c'est pas celui-là, mais tu vois. Voilà, donc on se rapproche à peu je près. pense quand même. Parce que moi, ce tir décalé comme ça avec la main gauche, je pense pas que tu travailles ça à l'entraînement, c'est une perte de temps. Par contre, je crois que quand t'es en Cannes, comme il est en Cannes, je crois, même s'il fait le ramadan, qu'il n'avait pas bu et pas mangé de la journée. Tout à fait, bien sûr, il est en plein ramadan. Que tu es aussi à l'aise dans ta technique, tu peux, sur une situation, prendre un tir qui paraît très compliqué, mais toi, tu es à l'aise. Moi, je pense que quand il prend, tu sens de toute façon de la manière dont il le prend, parce que j'ai regardé. Il est fluide, quoi. C'est fluide. Donc là-dessus, je te rejoins sur les mecs qui s'entraînent beaucoup, sur la technique, la maîtrise de la technique, mais ce tir-là, tu crois? Sa sortie curl, se mettre sur la main gauche décalé complet avec un mec de 2,18 qui tend les bras, j'ai quand même du mal à y croire. Mais bien sûr que la situation purement et simplement comme ça, d'accord, mais moi ce que je dis, c'est pas il faisait pas des séries de tirs comme ça, mais par contre, je vois que c'est son instinct qui a posé un truc qu'il avait déjà fait dans sa vie. Moi, c'est ma théorie de base, c'est que... On se rejoint alors. Ma théorie de base de notre sport, c'est qu'il n'y a jamais un truc qui sort complètement de l'au-delà. Alors, ce qui est fou, c'est de le faire à ce moment-là, dans un gros match, et ça surprend tout le monde.
Mais tu vois, les tirs main gauche pour les droitiers, tu sais qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et donc, quand Kobe il se retourne et il fait un tir main gauche dans le corner, là, et ben, ses coéquipiers sont choqués parce que c'est un truc de match. Mais en fait, à l'entraînement, il a déjà fait plusieurs fois alors que ça n'a pas de sens normalement. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis persuadé qu'il n'a pas travaillé celui-là, là, mais qu'en fait, tu vois, des flotteurs de la ligne de lancer franc. Mais donc, on en revient, on revient à une maîtrise technique. Tout à fait. Unique quasiment, parce que ça va être aussi le débat de la vidéo, c'est une maîtrise technique avec la balle unique. Et pas que dans le dribble tout à fait. Et être en forme, hein, parce que pour réussir des trucs comme ça, il faut être en canne. Il faut avoir des abdos qui montent jusqu'à là, il faut être en canne. Mais ça t'amène à faire des choses comme ça qui paraissent impossibles, mais que sur l'instant, on a l'impression que tu le maîtrises. Ça, c'est clair. Il y a Nassim qui nous dit que Kyrie est gaucher dans la vie, j'imagine, hein, bien sûr. Il prend appui sur sa jambe droite assez souvent et il finit aussi avec sa main droite. C'est vrai qu'il fait comme Josh Hart. Alors, Josh Hart, c'est vraiment le professionnel des appuis décalés. Il fait gauche-droite comme un gaucher, il finit toujours avec sa main droite. Bon, Kyrie, c'est vrai qu'il a absolument tout en gamme. Ça, c'est clair. Mais qu'il a aussi cette tendance à faire des gauches-droites et à réussir à finir. Alors que nous, moi, dès que je fais un truc autre que droite-gauche en tant que droitier, mon gauche-droite, il est pas solide, quoi. Tu vois, tu le sens tout de suite que t'es un peu, j'ai peur pour mes genoux, etc. En même temps, je suis pas un joueur NBA. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez, vous, de ce tir. Bon, tout le monde est bien sûr dithyrambique sur l'acte, mais il y en a pas deux, comme lui, tu le disais. Il a une technique absolument unique. Le contrôle, la technique, le flow qui dégage aussi. Je sais pas si on reverra un mec aussi... on parlait de fluidité tout à l'heure, c'est exactement ce qui caractérise. Ouais, c'est ça, vraiment, je te dis encore une fois, c'est marrant parce que quand même, on est sur un poste en NBA où il y a une concurrence énorme des techniciens, des mecs qui maîtrisent la balle, que ce soit pour se créer un dribble, pour éliminer un adversaire, pour prendre des tirs très compliqués. Et je pense à Lillard, je pense à Trae Young, je pense à Liberton, Aaron Fox, enfin voilà. Steph Curry, exactement, Chris Paul. On a affaire à des maestros de ce sport. Et dans tous ces maestros, lui, il arrive à sortir du lot. On peut lui reprocher plein de choses. C'est pas l'angle de cette vidéo. Mais techniquement, si on parle purement techniquement, parmi tous ces phénomènes balle en main, qu'arrive je te dis, dans le dribble et dans le tir, à des finitions sur des grands, ben lui, il arrive à sortir du lot. Et encore une fois, hier, par cette action et par la reconnaissance de ses pairs sur ce même poste-là. Il y a eu beaucoup de tweets hier. Voilà. Je me dis, c'est un mec unique en son genre. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on se pose plus la question quel meilleur handle all-time. Ça fait longtemps que c'est ni moi malheureusement, mais on est tous d'accord pour dire c'est Kyrie. T'es plus proche de Kyrie que moi quand même. Dans le proche. Moi j'ai 2 sur 10, t'as 1 sur 10 quoi. On est vraiment très. Et lui il a 100. Hein. T'es plus proche. Sur 10. Hein. T'es plus proche. Non, c'est clair. Il y a un gars qui disait un truc intéressant. Alors deux commentaires intéressants. Il disait, alors, déjà c'est Pedro Miguel de la Peña, bravo. Pas d'accord avec Thomas, désolé. Enfin, des fois, tu peux avoir une illumination et tenter un truc fou spontanément. Nous, ça finit au airball, Kyrie, c'est filoche. Tu l'entends ça un peu? Mais c'est un peu lié. Moi, j'entends pas du tout. C'est un peu lié. Si. Pas à ce niveau de maîtrise. Tu vois, alors, deuxième commentaire qui va dans la continuité de ça, parce que c'est intéressant. Il y a Rayo qui dit, c'est comme pour Luka. Vous vous moquez souvent de ces entraînements où il fait n'importe quoi. Échauffement. Oui, échauffement. Oui, et mise en place. Échauffement, si tu veux. Mais on l'a vu à l'entraînement aussi, hein, quand même. Oui, mais c'est une mise en place. Oui. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est ça qui donne de la réussite à des tirs improbables en plein match au final. Je rajoute à ça, on pense souvent à Steph Curry qui tente des tirs fous, des machins. Bon, aussi Luka d'ailleurs fait des trucs. Mais c'est ces mecs-là qui font tout ce qui, même les trucs les plus fous en match, l'ont déjà fait avant. Tu vois, tu sors un déclic. Moi, c'est pour ça que je dis que je suis sûr qu'il a déjà fait ce tir-là. Alors, je réponds au deuxième commentaire. De dire que oui, Luka, on se moque de Luka. Enfin, Luka, il tirait de l'entrée des vestiaires. Donc, dire que même si tu le mets, ça compte pas en match. Donc, déjà, c'est un peu plus compliqué. Et ça veut pas dire que, de toute façon, Luka, il est tellement fort que, son niveau d'entraînement et d'exigence, quand c'est pas filmé, Luka, de toute façon, il a un problème avec les caméras. Donc, je pense que dès que c'est filmé, il a envie de faire le con. Et nous, on l'a vu sur la mise en place à Abu Dhabi, il n'en avait rien à secouer. Bref. Pour revenir sur le premier commentaire qui est intéressant, et ça me parle, moi, ce qu'il me dit, parce que je pense qu'encore une fois, c'est que quand tu es fort, tu arrives à faire des choses qui n'étaient pas forcément prévues, ou que tu te découvres que tu découvres. En match? Ouais, je pense. Je crois pas du tout de ça. En fait, parce que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'il répond, on l'a dit un peu triste, mais quelque part, c'est pas ce qu'il veut faire à la base. Parce qu'il répond à une bonne défense. C'est d'accord. Il répond à une bonne défense. Donc moi, je reste persuadé qu'il est tellement fort balle en main, tellement à l'aise, qu'il s'est dit, oula, la seule réponse que je peux faire, c'est celle-là. Et que derrière, après, il est tellement fort que ça tombe dedans. Mais moi, je crois à l'improvisation de ce geste-là. Ok, moi, j'ai une autre théorie là-dessus, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais quel que soit ton niveau, tu vas travailler des trucs à l'entraînement que tu fais pas du tout en match. Admettons un step back. Tu es un bon shooter,
mais dans ta vie, tu n'as jamais mis step back. Tu n'en as jamais fait parce que tu n'en as jamais tenté. Et puis, tu rencontres un coach, quel qu'il soit, et qui te dit, vas-y, on va essayer de travailler ça, etc. Le temps entre tu le fais pas du tout, tu commences à le bosser et tu arrives à l'avoir en match, ça, c'est un temps. Donc, plus ou moins long, évidemment, en fonction de ton niveau. Mais même quand tu es professionnel, tout ce que tu fais naturellement et que ensuite tu veux ajouter des trucs dans ton game, c'est beaucoup d'entraînement technique et puis ensuite, il faut avoir le déblocage mental. D'accord, mais tu vois. Et ben je pense, non mais pour Kairi ou pour n'importe qui. Ben non, justement. Ah ben, je pense que d'ailleurs il l'a dit après, il dit alors c'était à l'instinct, mais pour moi l'instinct c'est pas genre je vais faire un truc qui est complètement hors de mon système, ça n'existe pas. L'instinct Gustin, tu veux dire? L'instinct Gustin. Mais je pense aussi par exemple à Luka, tu vois on parle des tirs fous là, tu te souviens de ces tirs extraordinaires dans le corner là, un buzzer beater quand il est rookie. Tu vois, il est carrément à Portland, où il est ouais, à Portland. Il est limite, c'est des trucs de horse. Mais si ça tu l'as jamais fait dans ta vie, en fait dans ta vie pour rigoler même, hein. Jamais de la vie tu vas le réussir sur un match. Là, j'ai l'impression qu'on s'égare un peu dans le débat, même si c'est très intéressant. C'est que de toute façon, sur un terrain de basket, on prend des tirs à la con, on en prend plein, certes. Moi, je crois surtout que au bout d'un moment, tu shootes tellement sérieusement. Pas sérieusement, même les tirs un peu à la con, mais non, ça te fait bosser le toucher. Les coachs disaient souvent à notre époque, arrêtez, c'est pas des tirs de match, mais quelque part, quand tu fais des bras roulés à 3 points, des concours de bras roulés à 3 points avec tes potes, le coach veut dire, mais tu vas shooter à... Non. Mais par contre, ça te fait bosser une forme de toucher. C'est vrai qu'à un moment donné, tu reçois la balle et que tu peux pas shooter normalement parce qu'il y a un mec qui te... des fois, tu vas faire un bras roulé à 3 points et tu l'as déjà fait pour t'amuser à l'entraînement. Donc, je pensais pas forcément à ça, là. Non, mais je pensais à des trucs de basket quand même. Hein. Mais c'est un exemple, si. Ça peut fonctionner comme ça. Mais moi, je trouve que là, pour moi, je te dis encore une fois, il y a une maîtrise technique globale qui lui permet de répondre à des choses très compliquées. Et là, c'est le cas. Moi, je te dis, après, Thomas, là où je crois à ce que je dis, c'est que pour moi, il prend un tir qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du basketball. Dans un match officiel. Un match officiel, ouais. Ah ouais, mais on est d'accord. Mais ça veut pas dire que... On joue depuis longtemps au basket. Hein. Ça veut pas dire qu'en scrimmage à UCLA l'année dernière, il a pas placé. C'est ça que je veux te dire. Mais est-ce que... moi, je pense, oui, vraiment. Hein. Je pense que personne n'est capable de prendre un tir que tu n'as jamais fait dans ta vie. Ça t'est jamais arrivé en match? Ben non, tous les tirs que j'ai mis dans ma vie, plus ou moins difficiles, je sais qu'à un moment donné, je l'ai déjà fait avant. Parce que... Et c'est là... 0 ou quelque chose. De ta vie, pour rigoler, pour un truc. Mais en tout cas, c'est très très dur d'inventer un truc que tu n'as jamais fait, jamais vu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que tu vas réussir ou pas réussir, mais juste le tenter. Après, tu vois, ça me fait penser, alors pour essayer de simplifier un peu, dites-moi dans les commentaires, tu sais, les mecs qui shootent, qui font des pumps comme ça, à la rage, tu vois, parce qu'ils sont contrés et qui arrivent à marquer quand même. Donc c'est... Je sais pas, moi j'ai envie de croire à l'improvisation, mais pas l'improvisation d'un mec qui s'entraîne une fois par an, une fois par semaine depuis 15 ans et qui déboule comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi, évidemment. Il y a un mélange de tout, mais surtout. Non, mais je prends un autre exemple. C'est un talent, il y a une créativité. Une créativité exceptionnelle. Autre exemple. Nicolas Batum. Nicolas Batum a toujours été un bon shooter. C'est devenu un très bon shooter en vieillissant. Son tir, là, où il baisse pas la balle, il l'a bossé. Sinon, tout le monde l'a bossé, ça, Thomas. Non, mais je te parle d'un mec. Ah. C'est-à-dire que si, à l'entraînement, il n'a pas mis ses séries, il va jamais le tenter. Et donc, je crois, moi, vraiment, au sport encore plus au sport de très haut niveau, les gars n'inventent pas des trucs. Ils inventent des trucs que nous, on n'aura jamais vus. Mais ses coéquipiers l'auront sûrement déjà vu. Et ça, tu sais qu'à l'entraînement, on tente des trucs souvent qu'on ne fait pas en match. Contre-argument, je me régale dans cette discussion contre-argument, c'est que là, tu es sous la pression d'un chrono où quelque part, tu n'as pas le temps de dire « je l'ai pas bossé à l'entraînement, je prends le temps. » Ça marche jamais comme ça. Non, si, être sous la pression du chrono, je pense que c'est justement là où tu inventes des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Prévues sur l'action T, mais c'est pas pour autant... Attends, il y a une différence entre... Et je te rejoins énormément sur ça. Nous, moi, ce qui me passionne, c'est quand je joue, j'ai du mal à répondre à l'instant T à ce que va me proposer la défense. C'est normal, je suis pas un pro. Je défends très fort aussi. Non, mais tu vois, sur 5 actions, je vais peut-être réussir à le faire une fois, tac, faire un dribble croisé, partir, et je vais te battre en général énormément. Mais sinon, le reste, je l'ai prévu dans ma tête, l'action d'avant. Je sais que t'es pareil, on est tous pareils. C'est très dur d'inventer un truc. Mais à leur niveau, ils sont capables de répondre à une bonne défense, une deuxième bonne défense, sans qu'ils puissent le prévoir. Donc là, je vais complètement dans ton sens. Mais ça veut en rien dire que le premier cross, le speed move, et puis je reviens et je repars, il a pas déjà fait cet enchaînement à l'entraînement pour le placer en match, pour répondre à une défense. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc dans ton truc, c'est pour ça qu'il parle d'instinct, et moi j'aime bien ce truc-là, c'est que l'instinct, il y a un truc où tu n'as pas prévu la chose, ça veut pas dire que tu vas pas bosser pendant 10 ans. Oui, d'accord, mais ça, mais de toute façon, je pense qu'on se retrouve à peu près à mi-chemin, même si on n'est pas d'accord sur complètement. Très bien. Tu vois, quelqu'un qui dit, vous pensez que Jordan a travaillé son layup lors de la finale 91? Très bon exemple. Je pense que c'est de l'instinct, il y va comme ça.
Je pense qu'il a déjà mis dans sa vie beaucoup de lay-up en partant comme ça et finissant comme ça. C'est un geste, mais alors c'est encore une fois, c'est intéressant. Déjà, il doit éclater le cercle parce qu'il y a personne. Il y a quelqu'un qui Non, il y a personne qui vient au contre. Il peut détruire le cercle. incroyable. T'as raison. Je pense que c'est un truc qu'il a déjà fait, changer de main en l'air pour s'amuser à la Jordan. Hein. Mais pour moi, ça reste un geste qui est déjà plus dans le cadre académique du basket. Même si ça reste un truc techniquement et physiquement hors norme, c'est un truc, tu montes, tu vois un mec en l'air, tu as déjà changé de main quand un mec vient en contre. Là, moi, je suis désolé, hein, on peut me dire ce qu'on veut. Ce tir avec main faible, complètement... Parce que son dos est droit, mais son bassin est de côté. Enfin, je ne sais pas comment on peut bosser ça. C'est le premier tir qu'on voit en tout cas comme ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. J'aimerais bien savoir, et on lui a posé quand même la question, est-ce qu'il a déjà fait des trucs comme ça? Il dit qu'il l'a bossé, donc moi je me dis toujours que... C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas un mytho, pas encore. J'espère. On va parler un petit peu des Mavs, parce que mine de rien, c'était un gros match contre cette équipe des Denver Nuggets. Et on va accueillir notre premier auditeur. C'est Lovan qui va venir parler avec nous. On va vous faire passer un maximum ce soir, comme toujours, via Discord. Salut Lovan. Ah, Yovan, pardon, excuse-moi. Ah oui, c'est un I. Vous connaissez le I majuscule dans une phrase. Oui. Parfois, tu t'es battu. Yovan, salut. Ah, je sais bien. Ça va, les gars? Ça va, Yovan? Ça va au top, merci. J'ai regardé le match hier. Moi, je suis fan de Golden State à la base, mais j'ai quand même une interrogation sur cette équipe et je voulais avoir votre avis. Évidemment, on parle beaucoup des Mavs en ce moment, depuis la trade deadline et notamment hier avec le shoot incroyable, mais j'ai trouvé dans le jeu et dans le déroulé du match que c'était quand même un peu léger. Et j'ai du mal à en faire vraiment des contenders pour cette année, de point de vue de l'expérience de l'effectif et le fait qu'il repose énormément évidemment sur ce duo qui est incroyable, mais il suffit qu'il y en ait un qui soit un petit peu en dessous et ça passe pas. Et j'ai l'impression que cette année ça passera pas pour eux et que ça, voilà, c'est un peu trop tôt. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Le but, c'est trop tôt, c'est sûr. Hein. On rappelle que Kyrie est arrivé il y a un an, qu'ils ont été là, avec les Knicks les grands gagnants de la trade deadline avec la venue notamment de Daniel Gafford et de PJ Washington. Je ne pense pas que leur but, ça soit de gagner cette année. Officiellement, ils vont l'annoncer, évidemment. Ils feront tout pour. Hein. Tu joues pour gagner. La preuve hier soir. Maintenant, le process de cette équipe-là et la fenêtre qu'ils doivent s'offrir, elle est pour moi de 2 ans, 3 ans. Donc, Kyrie a signé cet été. Donc, il s'est mis confort avec un contrat et la confiance d'une franchise qui semble leur rendre. Daniel Gafford, c'est un jeune joueur. Ils ont, mine de rien, je trouve, en un an, quand même gommé pas mal de choses qu'on pointait du doigt depuis pas mal de temps autour de la construction de Luka Doncic. Donc oui, cette année, je te reconnais, je te rejoins, ça va être short. Il se passe quand même des choses. Moi, hier soir, je vois quand même Mike Malone à un moment péter les plombs parce qu'au rebond, ils se font bousculer, parce qu'ils arrivent tout le temps à se redonner des secondes chances. Les Mavs, que ce soit pour remettre dedans ou pour ressortir la balle et faire défendre les mecs quasiment 1 minute à chaque fois. Ça, c'est un vrai plus. Je pense que aussi défensivement, je vois des séquences intéressantes. Il y a Derrick Jones Jr. qui a été mis dans le 5 sur le poste 3. Je trouve que c'est un bon profil défensif aussi sur des lignes un peu extérieures. Après Jason Kidd, moi, je te rejoins parce que je ne sais pas si tu en as parlé, mais moi, il me cause beaucoup de problèmes que François Clébar soit sur le terrain là, dans le Money Time à la fin. Il l'adore. Mais la Clébar, c'est comment il peut être sur le terrain dans le Money Time? C'est une catastrophe. Ça m'étonne qu'après ce gros match, donc face aux champions au titre, et on l'a dit, ils ont lancé leur saison à fond, machin, les Nuggets, il y a Murray et il y a Jokic. Jokic fait un tout petit match d'ailleurs, il a été très embêté en termes d'adresse sur ce match-là, il met 16 points à 6 sur 16. C'est une première mi-temps minable. Clairement minable, donc crédit à la défense toujours, à un moment donné. Tu gagnes un gros match à domicile comme ça, alors que tu mènes en plus dans la fin du game, et que les Nuggets reviennent au forceps, ils repassent même devant, que parmi les grandes interrogations qu'on a sur ces Mavs, c'est vont-ils être capables de défendre en playoff? Ils encaissent 105 points. Ouais, mais moi, ils font un super match. Hein. Vont-ils tenir au rebond? Hier, contre l'une des meilleures équipes tout court, ils mènent quand même, ils gagnent la bataille du rebond. Écoute ça, Erwan, 60-37, et ils ont démoli au rebond. Donc, je te repose la question, Yovan, mais après un match comme ça, toi, t'es plutôt sceptique sur ce qu'ils sont capables de faire en playoff. Ouais, honnêtement, je trouvais que c'était un peu un match isolé avec une fin complètement folle. Moi, le petit run des Nuggets qui reviennent recoller, qu'on croit qu'à 2-3 minutes que le match est quasiment terminé, ça m'a pas rassuré sur la solidité des Mavs. Ils s'en sortent bien et tant mieux pour eux. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui marche pas dans cette équipe, que j'ai un peu du mal à mettre le doigt dessus, tu vois, et d'expliquer exactement, parce que je suis pas non plus un expert des Mavs. Je sais pas si c'est la profondeur, je sais pas si c'est la dépendance Kyrie Doncic.
Mais il y a un truc De qui toute façon, coince dans cette équipe, j'ai l'impression. la dépendance Luka, Kyrie, quand tu montes ton équipe comme ça, tu vas la voir. Comme les Cavs avaient une dépendance LeBron, Kyrie à l'époque. On peut dire ça pour toutes les équipes. On peut dire ça pour toutes les Je équipes. pense que Jamal Murray et Jokic, il n'y a pas une dépendance. C'est sûr. Donc moi, je trouve que c'est pas qu'il y a un truc qui marche pas. Là, je te trouve très sévère avec cette équipe-là. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place. Alors peut-être que tu es un peu impatient avec eux. Peut-être que tu vois pas encore ce qu'ils veulent essayer de mettre en place. Mais moi, hier, je vois des séquences défensives très intéressantes. Et d'ailleurs, le score final est plutôt flatteur pour la défense des Mavs. Et puis, je vois surtout une équipe qui, dans le futur, va être une équipe très chiante à contrôler au rebond offensif. PJ Washington, Derrick Jones Jr., si tu le mets bien au bon moment, et Daniel Gafford, c'est un vrai poison. Derrick Lively. Ouais, Derrick Lively, aussi en rotation, qui est très bien. C'est des vrais... Là, au rebond... Et on sait que c'est très important la bataille du rebond. Et qu'en playoff, les possessions se font rares et que tu vas en regagner 8, 9, 10 par match sur du rebond offensif, ça peut faire des bascules. Moi, je trouve qu'ils sont en train de mettre des choses en place. Peut-être que ça saute pas assez à la gueule. Mais hier soir, quand même, c'était un très bel échantillon. 2 trucs en 2 temps. C'est mieux, du coup, s'il y a 2 trucs. Dallas est 7e pour l'instant. Bilan 39 victoires pour 29 défaites. Ils sont à égalité avec les Kings à une défaite près. Depuis les trades, ils sont à 12 victoires pour 5 défaites. Voilà, ça c'est déjà une bonne stat. On parlait de dynamique il y a quelques temps. Clairement, ils sont dans une bonne dynamique. Le but, c'est d'arriver à finir top 6 pour éviter le play-in. Et pourquoi pas taper, pour essayer d'aller chercher Minnesota sans Karl Anthony Towns. Ça peut être la bonne affaire du premier tour des playoffs. Je vous ai mis cette petite coach chez les côtés chez les copains de Winamax, puisque eux les imaginent être à 50 victoires en fin de saison. On va regarder ça ensemble, comme toujours. Alors, non, pardon, ça c'est rien à voir, excuse-moi. C'est leur cote pour sortir de l'Ouest. Donc on se projette même plus sur les saisons régulières. Aujourd'hui, les Dallas Mavericks qui sont donc champions de la conférence Ouest avec un MVP maintenant, vous le savez, le Magic Johnson Trophy, gagné par Jokic l'année dernière. Ils sont donc 6e derrière les Nuggets, les Clippers, le Thunder, les Wolves et les Suns. Erwan, est-ce que ça te parle? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que les Mavs sortent de l'Ouest? Ça serait une énorme surprise. On se souvient qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient en finale de conférence. C'était il y a 2 ans. Maintenant, ça serait une énorme surprise. Pour moi, c'est une équipe qui est en construction. Donc, comme le Thunder, dans un autre projet, dans une autre construction, faut pas en attendre trop vite, trop tôt. Luka est encore très jeune. Kyrie, il est loin d'être cramé, on l'a vu encore. Gafford, Lively, PJ Washington, c'est encore des très jeunes joueurs. Attendons, en face, il y a quand même des armées qui sont déjà championnes, qui sont déjà rodées avec des tours de play-off, parce qu'on se souvient que les Mavs, quand ils font finale de conf, il y a plus, la moitié de l'équipe n'est plus là. Il reste quoi? Kleber, Doncic et Tim Hardaway Jr. quasiment, à peu près, comme ça à la louche. Je vais dire ça. Et même pas non, il n'était pas là, Derrick Jones Jr. Donc voilà, il reste que 3 mecs. Donc bon, moi, j'y crois pas. Dwight Powell, Josh Green. Oui, d'accord. J'ajoute. Josh Green qui a un rôle cette saison et qui vient de se péter. Mais donc voilà, il y a quand même eu un renouveau avec on l'a dit, avec des cases remplies qui étaient importantes. Est-ce que cette année, si les Mavs sont pas champions, il faut tout remettre en cause? Évidemment que non. C'est aussi des bonnes questions à se poser par rapport à des équipes. On peut prendre le top 8 de la conférence Ouest et se poser cette même question pour chaque franchise. Tu n'auras pas la même réponse. Clairement. T'en dis quoi, toi? En fait, je suis assez d'accord avec vous en y réfléchissant. C'est une équipe en construction et peut-être que je suis un peu trop impatient, mais Doncic est tellement au-dessus. Je me demande, lui, combien de temps il va encore être patient. Et votre avis là-dessus, est-ce que vous pensez qu'il peut encore tenir 2, 3 saisons max sans avoir le titre, sans jouer le titre en tout cas? Moi, je pense que oui. Erwan dit tout le temps, ça dépend du contenu. Attends, si tu passes un ou deux tours, 25 ans. Si tu passes 1 ou 2 tours, ça se passe bien, etc. Que l'alchimie continue de se créer, et qu'on bosse bien dans les bureaux. En un an, on lui a mis Kyrie Irving à côté de lui et on lui a mis un secteur intérieur très intéressant. En plus, et qui convient parfaitement à son jeu sur du pick and roll, du pick and pop avec des athlètes qui vont au rebond et qui courent. Bon, moi, je suis Luka Doncic, du haut de mes 25 ans, je me dis, bon, moi, je vois des mecs là-haut qui essaient quand même de m'entourer de méga super talents et qui essaient de remplir des cases dont j'ai besoin pour être un jour champion. Bon, moi, je ne serais pas là à m'inquiéter. Pour l'instant. Pour l'instant. Et on sait qu'en NBA, ça peut aller très très vite aussi. Donc, faut jamais s'endormir. C'est pour ça que Nico Harrison, le GM, doit toujours être en train d'essayer d'améliorer d'avoir un coup d'avance. D'un coup d'avance. Et puis là, on verra. De toute façon, la manière, elle va tout changer. Tu te fais sortir 4-0 au premier tour par n'importe qui, même si c'est Denver, tu passes pour un con.
Tu passes pas un compte. Tu passes 2 tours, tu vas en finale de conférence. Ah bah oui, tu perds au 7e match contre Denver. Ah bah voilà. T'as l'impression d'avoir créé quelque chose. Bon, en tout cas, je suis très curieux de voir vos avis là. Bien sûr, c'est une surprise si les Mavs vont en finale. Mais quand même, je vous vois aussi dire que comparé aux Suns, qui sont une addition de talent, eux au moins, il y a un semblant d'équipe, etc., etc. Donc on est plutôt positif. Il y a une cohérence. On est clairement positif depuis un mois. Pas trop de doute là-dessus. Okay. Voilà. J'avais une dernière petite question, mais on va rouvrir du coup le débat Kyrie Irving. Je vous pose la question à tous les deux, messieurs. Est-ce que pour vous, Kyrie Irving est le meilleur lieutenant de NBA dans la NBA actuelle en 2024 ? Réponds en deuxième, Erwan. Je te laisse réfléchir. Écoute, Yvan, je suis pas loin d'être d'accord. Là, comme ça, je pense à Jaylen Brown. Sinon, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça demande de réfléchir, mais je suis pas loin d'être d'accord. Hein. Moi, je suis supporter des Warriors, comme je vous le disais en intro, et il m'a fait extrêmement mal, Kyrie, donc je peux pas dire le contraire. Ouais. Ok, le meilleur donc lieutenant de la NBA actuelle, Erwan. Je vous mets un petit sondage en même temps, tiens. Kyrie Irving, il a une chose pour lui, c'est qu'il a gagné un titre dans ce rôle-là, avec LeBron James, avec les Cavs en 2015, 2016, pardon, chaque fois. 2016, c'est le premier des Warriors. Dans un comeback fantastique où il fait des finales monumentales, et il inscrit le tir du titre. Ça, c'est quand même, c'est pas rien. Et il enchaîne les matchs à 40 points dans la série. Non, mais je te dis, il fait des finales monumentales. Il fait un match avec LeBron, ils sont tous les deux à 40 à un moment donné, c'est magnifique. Il est parfait dans ce registre-là. Derrière, il y a Boston. Il y a les Nets, et on le perd, hein, pour Pépère là. Alors, il y a les blessures, il y a les comportements, il y a les je veux partir, il y a les affaires hors basket et tout. Ben, on le perd un peu. On commence à le retrouver. Donc, dire qu'aujourd'hui, c'est le meilleur lieutenant, moi, j'ai envie de dire oui, mais en même temps, ça fait quand même longtemps qu'on ne l'a pas vu dans une joute de play-off avoir un impact sur un... Ah, mais si je te mets tous les lieutenants là devant toi, Kyrie Irving, pour toi, c'est potentiellement le meilleur, quoi. Moi, je pense à Anthony Davis. Je pense à Anthony Davis, qui dans la bulle est extraordinaire et qui aujourd'hui les Lakers n'ont malheureusement pas l'équipe pour être championne, mais aux côtés de LeBron, c'est ce qu'il fait, c'est extraordinaire sur un poste en plus qui est toujours intéressant. Sur le poste 5 comme ça. Après, tu penses à qui d'autre, toi ? Moi, j'en ai beaucoup. Jaylen Brown. Moi, mais Jaylen Brown n'a pas gagné. J'ai pas dit Jaylen Brown, non. Je t'ai dit que moi, je le mets même pas sur le podium. Je le mets même pas sur le podium parce que peut-être que sa valeur de joueur intrinsèque, son talent, sa clutch attitude, on peut en discuter, peut lui permettre d'être le meilleur numéro 2 de NBA. Mais pour moi, le meilleur numéro 2 doit être complémentaire, il doit être fiable et il doit m'avoir montré à un moment donné qu'il peut te faire gagner. C'est déjà mal nourri alors. J'ai l'impression. Et de préférence depuis 8 ans, quoi. C'est-à-dire que 2016, c'était il y a longtemps. Hein, c'était une autre époque. Je te dis, on l'a perdu un peu entre-temps. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleur complément, meilleur duo, et on l'a vu, on l'a pas vu hier plutôt, mais Jamal Murray est le meilleur numéro 2 d'un joueur comme Nikola Jokic. Mais c'est vrai qu'en termes de valeur de joueur, etc., je vais sur Anthony Davis. Tous les jours, non, parce que les gars sont kiff-kiff. Mais je pense qu'Anthony Davis t'apporte des choses que Kyrie ne t'apporte pas, notamment défensivement. Donc si je prends l'impact d'un mec, ouais, je pense j'ai même du mal à le mettre podium. Parce qu'il y a un autre mec, je vais pas te mentir, c'est qu'aux Suns, que ce soit Booker ou KD, ton numéro 1, ton deuxième, sur le papier, je le trouve meilleur. Voilà. Donc je ne mets même pas sur mon podium, Kyrie Irving. Après, et il fait une saison exceptionnelle. Ce que j'aime bien aussi, c'est le passif aussi. Tu me reproches souvent. Et au bout d'un moment, dans ce rôle-là, en tout cas, on sait qu'il peut être qui peut être le meilleur de NBA parce qu'il l'a été. Mais il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Mais c'est ce que. En gros, quand ça vaut quelque chose, quand je parle des Celtics et des Suns. Pour toi, ça vaut quelque chose. Non, mais pas ce qu'il a fait à l'époque, ça vaut quelque chose. Des plus beaux titres de l'histoire, un titre incroyable. Non, mais attends. J'ai l'impression qu'il revient. J'ai l'impression qu'il peut redevenir ce mec-là aux côtés de Luka. Attends, je suis pas en train de te dire, est-ce que Kyrie n'est pas dans l'imaginaire de la NBA, on pense toujours à Pippen et c'est normal, ou Kobe pour Shaq, etc. Dans l'imaginaire de la NBA, bien sûr qu'il y est. Là, je te parle en 2024. Non, et son niveau actuel. Aujourd'hui, il faut qu'en playoff, on retrouve le Kyrie de lieutenant de LeBron en playoff. Je vous donne quand même les stats de saison de Kyrie parce qu'il est exceptionnel. Il est à 25 points, 5 passes, 5 rebonds, et il est à un chouïa d'être dans le fameux club des 50, 40, 90. Il a 49% au tir, il a 41% à 3 points et à 90% au lancer franc. Il fait une saison exceptionnelle. Vraiment, je pèse mes mots. Moi, je te dis que j'ai l'impression qu'il s'est enfin remis sur les bons rails d'un grand joueur de basket et que
Attention, c'est un mec qui peut, dans le projet Cavs, tout à fait, c'est ce mec-là qui se remet sur les rails. Et il semble avoir fait cette saison enfin, parce qu'on se souvient que l'année dernière, il arrive en milieu de saison après un départ folklore où il jouait pas les 2 derniers mois côté des Nets. Là, il a commencé la saison, il a fait la prépa, il est bien dans le projet, il est dans un rôle qui lui convient à la perfection. Où là, il y a un numéro 1, il y a un numéro 2. C'est pas comme à Boston où il veut être numéro 1, mais en fait, ça marche pas parce qu'il a pas ça en lui. Où finalement, tu arrives aux Nets et tout le monde est un peu numéro 1, tout le monde est numéro 2, tout le monde est numéro 3, on sait pas qui fait quoi. Là, il retrouve pour moi un rôle comme il avait avec LeBron. Il fait des stats incroyables. Certes, il a 8 ans de plus dans la poire, mais j'ai quand même l'impression que c'est un mec qui peut redevenir ce qu'il était, si c'est le cas, cachou, comme on dit dans le Sud-Ouest. Tout à fait, tout à fait. Bon, écoute, en tout cas, c'est Mavs. Hein. C'est marrant hier quand même. C'est marrant hier que... alors que Luka est dans un grand soir à 37 points, c'est à lui qu'ils vont donner la balle. Et je pense que le système, le système, il est dessiné pour lui. Hein. C'est pas Luka est coupé. Hein. Le système, il est dessiné tout à fait. Pour C'est lui. ce qu'ils ont dit derrière. Hein. C'est que on lui a laissé. Après, il a le droit de laisser un des joueurs les plus clutch ces derniers temps. On se rappelle avec les Nets, KD lui laisse un dernier ballon, il met un cross exceptionnel et il met une flèche de l'espace. Enfin, je veux dire, laisser un dernier ballon à Kyrie Irving, c'est pas non plus la honte de l'année, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est toujours pareil, à qui tu files la balle. Enfin, t'as vu quand tu la donnes à Luka aussi, c'est pas non plus catastrophique. Non, mais je veux dire. Qui met des grandes filoches à 10 mètres comme si c'était un lay-up d'échauffement. Surtout que juste avant, il en met un. Mais je veux dire, sur un système où tout le monde pense qu'il va donner la balle à Luka, c'est ça le bon coaching, Erwan. Très bien. Ta longue carrière de coach devrait te. Exactement. Tu devrais savoir. Exactement. J'ai coaché, moi, Saint-Hilaire de Louviers. On les embrasse. C'est bientôt leurs 70 ans. Bon, très bien. Je vous donne quand même le programme des Mavs pour finir cette petite partie. Les Dallas Mavericks, donc, leur but, c'est d'être 6e. Ils vont jouer les prochains matchs contre les Spurs. Demain soir. Sympa. Bon match. Les Spurs sont kiffants à regarder en ce moment. Ils font kiffer de ouf. Voilà. 2 fois le Jazz et les Kings. C'est pour ça que je vous dis faut ça. Prendre. C'est que le 27 mars, 6e contre 7e. Et ça, on s'en régale. D'ailleurs, ils jouent 2 fois de suite contre les Kings en back-to-back à Sacramento. Ça va être très intéressant. Son pesant de cacahuètes, celui-là. Tout à fait. Voilà pour les Mavs. Merci Yovan de nous avoir appelé. Merci Yovan. Tu nous rappelles les gars, je peux dire un petit truc. Déjà, bravo à vous et ce que vous faites. Je vous suis quasiment tous les jours. Vous régalez. Et on s'était déjà rencontrés au Balzac. On avait un match qui était au ciné. Ça devait être en 2017. Ouais. Et j'avais eu l'occasion de passer une journée avec vous à Webedia où il y avait le bruit des chiottes encore au-dessus de vous et tout. Enfin, c'était assez sympa. C'était une belle journée que j'avais passée avec vous. Donc voilà. Pour le petit souvenir. Merci et continuez comme ça. Ah bah, tant mieux. Merci Yovan. Merci beaucoup à toi. Merci. Voilà pour cette petite séquence sur les Mavs. On va pouvoir enchaîner sur un autre sujet. On va parler des New Orleans Pelicans maintenant.